Mesdames, Messieurs, bonjour. Encore quelques retardataires qui prennent leur café tranquillement et qui rentrent. Je vous salue toutes et tous. Je salue bien sûr le directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, cher Pascal Boniface. Je salue les intervenants qui sont déjà là. Merci de leur présence matinale. Et je vous salue toutes et tous en vos grades et qualités. Il y a un peu d'écho, ça va se régler. Voilà, c'est très difficile à sonoriser cette salle. Mais avec le silence et une écoute comme la vôtre, tout va bien se passer. Je voudrais tout d'abord vous dire tout simplement le plaisir qui est le mien de se retrouver en présentiel. Nous échangions avec Pascal Boniface sur ce sujet pour cette 5e édition des internationales aux côtés du directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques. C'est vrai que la visioconférence nous a un peu aidés pendant la crise, la crise sanitaire, mais c'est quand même très appréciable de se retrouver ici, de pouvoir échanger. Maintenant, il y a des mots qui sont rentrés dans le langage courant en présentiel. Il faut dire les choses comme ça. Je voudrais d'abord remercier les intervenants d'avoir répondu favorablement à la proposition de l'IRIS pour participer à notre événement. Alors, merci à Alain Juppé, qui sera là dans la matinée et qui sera présent, bien évidemment, cet après-midi. Vous le connaissez, ce n'est pas la peine que je le présente. Juste aujourd'hui, il est membre du Conseil constitutionnel. Et puis à Hubert Védrine, qui nous fait le plaisir d'être avec nous et qui est un ancien ministre des Affaires étrangères et que vous connaissez aussi parce qu'il a beaucoup d'apparitions médiatiques. Leur présence, c'est un honneur, et le fait de pouvoir bénéficier de leur expérience, on va dire, durant cette journée, contribue assurément à la qualité de cette 5e édition. C'est toujours avec le même objectif, je voudrais l'appeler ici, de débat, d'échange, de controverse. Ça existe bien sûr, et c'est ça qui fait la richesse quand c'est dans la courtoisie, et d'informations sur les grands enjeux internationaux que l'IRIS et la ville de Dijon se sont associés pour organiser ce rendez-vous, on pourrait dire ce grand rendez-vous, qui fonctionne bien chaque année. Je dévoile un secret, mais Pascal Boniface me disait qu'il y avait 600 inscrits aujourd'hui, donc on va avoir l'occasion de débattre, d'échanger et d'écouter. Votre présence atteste de la qualité d'ailleurs de ces rendez-vous. Les relations internationales sont centrales dans notre société, on le sait. L'état de notre société, le niveau de complexité des grands enjeux de l'époque ne peuvent tout à fait être saisis sans une analyse des relations entre les pays, sans comprendre le rôle des affaires étrangères, de notre système international, de son évolution, les relations entre les différents acteurs de la politique internationale, que sont d'abord les États, bien évidemment, mais aussi les organisations intergouvernementales, les organisations non gouvernementales, les multinationales et les collectivités locales qui participent, bien sûr, des relations internationales. C'est d'autant plus nécessaire, je crois, dans le contexte actuel du retour de la guerre à nos portes. Nous sommes, cela doit être souligné, au lendemain d'une initiative politique, en tous les cas je la caractérise comme ça, de grande ampleur à l'échelle de l'Europe. Certainement on aura l'occasion peut-être de l'évoquer au cours de cette journée. Je veux parler de cette grande réunion qui s'est tenue à Prague pour la première fois, de la communauté politique européenne qui associait 44 pays de toute l'Europe. Nous ne savons pas encore véritablement quelle sera la portée de cette grande initiative politique voulue par Emmanuel Macron mais depuis mai, alors qu'il assurait, dans un contexte de guerre, la présidence de l'Union européenne. En tous les cas, j'ai trouvé personnellement que c'était un message d'unité assez marquant, je trouve, qui atteste d'une volonté d'échange, de nécessité du dialogue politique à cette échelle. Et je fais donc mention de la réunion qui s'est tenue hier et de celle qui va se tenir ou qui se tient, je ne sais plus, entre la France, l'Union européenne, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui eux aussi sont en guerre sur leur intégrité et leur souveraineté.
Je reviens à Dijon. Nous avons la chance que ce soit organisé dans notre ville tout au long de l'année d'ailleurs, notamment au sein de notre université qui fête, je le rappelle, ses 300 ans cette année, des conférences, des colloques, et puis des colloques où interviennent des enseignants-chercheurs dont le travail enrichit le débat. Je pense par exemple à Alexandra Goujon, qui est maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Bourgogne, que le grand public a découvert en février. Vous savez, la presse appelle toujours des spécialistes comme grandes spécialistes de l'Ukraine. Nous aurions d'ailleurs peut-être pu l'inviter aujourd'hui. Voilà, on fait aussi comme cela en préparant les choses. Le concept des internationales s'inscrit dans cette volonté d'une ville, en tous les cas je le souhaite qu'elle soit comme cela, je me suis battu pour cela, profondément européenne et engagée dans l'action internationale, engagée de longue date dans des coopérations internationales où l'on sait débattre, respecter les points de vue et réunir différents publics. Je salue les jeunes qui sont présents dans cette salle, bien sûr, mais aussi les moins jeunes. Nous aurons une 6e édition, maintenant j'en suis sûr, peut-être tu en parleras, qui sera ouverte encore plus largement au public. Bref, on veut tous, vous voulez, avec nous, découvrir, nourrir ou approfondir vos connaissances et vos savoirs dans le domaine des relations internationales. J'étais mardi à Montpellier, je présidais des rencontres franco-japonaises qui étaient organisées par Cités Unies France que je préside, et j'ai été frappé par cette aspiration à se retrouver, à dialoguer, après 2 années compliquées, très compliquées, notamment avec nos voisins asiatiques en raison de la pandémie qui a tourné dans le monde et qui a empêché des relations physiques de coopération extra-européenne. C'était d'ailleurs le jour où un missile du Corée du Nord venait de survoler le Japon, provoquant une panique au sein du pays. S'intéresser aux relations internationales, en réalité, c'est donc s'intéresser au monde, c'est faire preuve, on peut dire, d'une grande altérité en écho à tous les grands défis de notre époque. Je pense bien sûr à la géopolitique, à l'histoire, à la culture, évidemment, à la santé, à l'alimentation, à la transition climatique, à l'énergie, qui est désormais au cœur de notre actualité sociale et géopolitique. Tout ce qui concerne l'alimentation, d'ailleurs, sera abordé en première partie de la matinée. L'agriculture pour nourrir le futur, c'est un sujet fondamental pour les mois à venir. À son modeste niveau, la ville de Dijon et la métropole, Dijon Métropole, est pleinement engagée sur cette question de l'alimentation à travers un projet très important qui s'appelle Alimentation durable 2030. Mais vous en saurez un peu plus dans quelques instants par la voix de notre vice-président de Dijon Métropole, Philippe Lemanceau, ici présent, qui a en charge la transition alimentaire et qui interviendra dans cette table ronde. La seconde table ronde s'intitule « Après la guerre d'Ukraine, un nouveau monde ?» point d'interrogation. Vaste débat. Que dire si ce n'est s'apercevoir, on pourrait presque dire saluer, je ne sais pas comment le dire, je le dis comme ça, l'importance, le retour de l'OTAN dans le débat actuel, l'OTAN qui était en mort cérébrale il y a quelques années et qui aujourd'hui voit affluer les demandes d'inscription de la Finlande, de la Bosnie, de la Géorgie, de la Suède et bien sûr de l'Ukraine. Tout ça avec une demande d'adhésion rapide. Vous voyez un petit peu. Que dire si c'est aussi notre immense inquiétude en tant que citoyen lorsque le président des États-Unis emploie le mot apocalypse pour qualifier la situation actuelle ou celle de demain. Hélas, on peut dire 3 fois hélas, Vladimir Poutine, tel que le décrit Giuliano d'Ampoli, je vous conseille la lecture de cet ouvrage absolument transcendant, magnifique, qui s'appelle « Le mage du Kremlin ».
est bien en dessous de la réalité dans ce qu'il dépeint, mais ça permet de cerner l'ambition et le combat géopolitique que mène, historique que mène le tsar du Kremlin. Le débat continuera aussi sur les mutations géopolitiques, la France face à ces mutations, et nous recentrerons ici les échanges à l'échelle de notre pays. Il y a effectivement des conséquences déjà de la guerre en Ukraine sur la France, mais aussi plus largement sur l'autonomie stratégique européenne. Aussi sur la scène internationale, nous sommes intéressés par les relations entre Washington, Moscou et Pékin, qui sont devenues encore plus complexes dans le contexte de guerre, ce qui pose d'ailleurs la question de notre place dans cet espace. Entre une politique d'endiguement, c'est les formules employées maintenant, menées par les États-Unis, ça avait été utilisé, cette formule, je crois, après la guerre 40, pour stopper l'avancée soviétique, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Donc cette politique d'endiguement qui vise la Russie, mais aussi la Chine, un peu d'une certaine manière, avec des positions ambiguës et complexes à analyser de la Chine envers la Russie. On a besoin de l'éclairage, excusez-moi de cette expression, mais d'experts, enfin de personnalités qui s'intéressent et qui vont nous livrer leurs réflexions. Et puis, on terminera la journée, j'en finis aussi d'ailleurs, autour d'un sujet très intéressant qui sera traité pour la première fois sous l'angle des relations internationales, celui de la diplomatie culinaire, effectivement, et de la gastrodiplomatie. Et donc, j'ai repris une formule que m'a rappelée l'autre jour Bertrand Faure, qui s'occupe des relations internationales à la ville. Sire, j'ai besoin de plus de cuisiniers que de diplomates. Ainsi s'exprimait Talleyrand au moment du congrès de Vienne en 1814. Permettez-moi de dire que nous sommes ici au bon endroit pour parler de gastrodiplomatie. Nous savons à quel point la gastronomie est importante au plan international, avec l'accueil à Dijon de l'Organisation internationale du vin qui a quitté Paris pour s'installer ici, avec l'ouverture de la Cité internationale de la gastronomie et du vin qui fonctionne bien, contrairement à ce que je peux lire des fois dans la presse. Notre ville a encore donné une place plus large à la gastronomie, au point qu'on parle maintenant, mais c'est pas moi, de gastrodiplomatie. Ce terme a été inventé par Paul Rockauer. Nous serons amenés à comprendre l'influence de la gastronomie dans les relations internationales, comment cette pratique est en réalité un moyen de partage de l'héritage culturel d'un pays. Je me rappelle, c'est une anecdote personnelle, je me rappelle avoir été invité à un dîner d'État à l'Élysée pour la venue du Premier ministre polonais, et tous les plats étaient en rose. Je me demandais pourquoi au début, mais j'ai vite compris. Regardez les drapeaux polonais et vous comprendrez, tout était rose, y compris la meringue à la fin. Mais passons, excusez-moi. Voilà comment cette pratique est donc un héritage, on peut dire, culturel d'un pays, un moyen de se reconnaître ou de connaître, se familiariser avec les autres, un facteur de puissance pour un État. Il suffit de voir le combat que se mène en ce moment, combat diplomatique, sur le domaine de la gastronomie, que se mène la Corée du Sud, bien évidemment, et le Japon, pour venir dans notre pays investir à travers la gastronomie et donc des pratiques culinaires de ces pays. Et puis, je n'oublie pas, bien sûr, l'Iran dans ce monde et les manifestations en soutien aux femmes qui ont fait plusieurs centaines de morts. C'est un combat existentiel pour le régime, mais ce n'est pas à moi de développer cela. Je partage, mais je ne me couperai pas de mèche de cheveux ce matin. Voilà, les enjeux internationaux sont passionnant, mais je ne serai pas plus long. Il y a des experts, il y a des personnes qui y travaillent, donc c'est eux qui vont prendre la main. Je nous souhaite une excellente journée
je cède la parole, j'étais un peu long, excuse-moi Pascal, je cède la parole à Pascal Boniface qui a beaucoup de choses à vous dire. Je voudrais le remercier ici publiquement, avec toute son équipe de l'IRIS bien sûr, de sa présence et surtout de faire perdurer avec la ville de Dijon cet événement qui a subi justement à cause de la crise Covid des difficultés, mais il est là, un événement qui est porteur de sens, qui nous permet tout simplement de comprendre le monde dans lequel nous vivons et nous allons continuer de vivre tous ensemble. Merci beaucoup. Merci François, quel plaisir de se retrouver dans cette salle magnifique pour parler de géopolitique, et merci François, Sadana, Bertrand, des vieux complices, enfin des complices d'il y a longtemps, de se retrouver, c'est formidable. Et on a su garder ce lien, effectivement, malgré le Covid. Cet événement perdure et cet événement va se développer parce que la géopolitique se développe et nouvelle génération ou génération plus ancienne, chacun est conscient que ce qui se passe en dehors de nos frontières ne nous est pas étranger et que ça nous concerne. Quand j'ai commencé à travailler sur les questions géopolitiques, c'était vraiment une affaire pour des spécialistes, pour une petite coterie de professionnels, tous concentrés dans le 7e arrondissement. Aujourd'hui, la géopolitique, c'est une affaire citoyenne. C'est une affaire qui concerne tout le monde et dès que l'on a un peu de responsabilité dans le public, dans le privé, on doit avoir un vernis de géopolitique parce que les événements extérieurs nous impactent. Et je vois mes amis des émissions disent auparavant on faisait des émissions de géopolitique parce que en tant que service public c'était une obligation. Maintenant on le fait parce que c'est ce qui fait le plus d'audience. Les gens sont passionnés et votre présence le prouve. Et il faudra peut-être qu'on élargisse un peu, si ce n'est les murs de cette salle, qui sera difficile, mais pour faire cela, parce que la géopolitique est rentrée au lycée, en première, en terminale, ça suscite un engouement pour les jeunes générations, dont la présence l'atteste, et donc c'est quelque chose de vraiment important. Alors l'IRIS, depuis l'origine, n'a jamais considéré que la géopolitique était une affaire purement stratégique au sens étroit du terme, un peu militaire. On a toujours voulu considérer que la géopolitique est une affaire globale, d'où d'ailleurs des tables rondes bien sûr sur des sujets, je dirais, classiques, comme l'ordre mondial, la guerre d'Ukraine, mais aussi sur des sujets que certains auraient pu juger périphériques, l'alimentation, la gastronomie, mais qui sont en fait au cœur des combats géopolitiques, des représentations géopolitiques, et François, tu y as fait allusion. Il y a 7 ans, quand Sébastien Abyss a fait un livre géopolitique du blé, certains se sont demandé en quoi le blé est géopolitique. On a bien vu avec la crise des céréales, l'émoi que ça suscitait en Afrique, la médiation de la Turquie, le combat entre l'Ukraine et la Russie, que vraiment tout cela, et le fait que la France rayonne grâce à la gastronomie est quelque chose, ça fait partie du soft power, ça fait partie de ce qu'on appelle la puissance douce, et effectivement, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour l'image de notre pays. On fait toujours des débats qui sont des débats contradictoires. Tout le monde n'est pas du même avis. C'est ça la République, c'est ça la démocratie. Il faut essayer de progresser ensemble. Et à chaque fois qu'il y a un débat comme cela, moi je dis, je sors, j'ai appris quelque chose, quelques réflexions, mais toujours des débats qui sont respectueux. On ne recherche pas la foire d'empoigne, on ne recherche pas le buzz, on recherche l'intelligence collective, on recherche de progresser intellectuellement dans la compréhension des événements, et c'est à ça que servent les internationales de Dijon, que je suis vraiment très content, une fois de plus, d'être dans cette salle magnifique et devant un public aussi nombreux. Et puis un mot quand même, un petit peu, puisque François et moi, on partage la passion pour le foot. Je voulais te féliciter, François, parce que, disons, au bal des focus, certains font pas tapisserie. Toute cette vague de dire tiens, il y a la Coupe du Monde au Qatar, on ne va pas mettre d'écran géant parce que le Qatar est un pays curieux. Alors je ne comprends pas pourquoi il faut vendre des Rafales au Qatar, vendre des Airbus au Qatar, acheter du gaz et du pétrole au Qatar, laisser le Qatar construire des hôtels à Paris, laisser le Qatar acheter le Paris Saint-Germain et ne pas faire la Coupe du Monde. Et donc ta décision d'aller à contre-courant, de ne pas céder aux réflexes moutonnisants. Ouh là là, ils font ça, je dois faire pareil. Et donc d'affirmer, comme tu l'as toujours fait dans ta vie, haut et fort tes convictions, même si elles peuvent apparaître un peu différentes du courant majoritaire. Je voudrais t'en féliciter et ça prouve effectivement la solidité de tes convictions et de tes positions. Merci et bravo pour ça, François.